l'actualité. Et de l'actualité, elle est importante parce que vous le savez, c'est l'intervention américaine au Venezuela, la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis, la presse française. Alors, la presse française est particulièrement anti-Trump. C'est ça qui est sidérant. Alors, moi, j'ai pas envie d'être un pro-Trump, bien sûr, mais j'ai envie d'abord de voir l'efficacité et les résultats. Mais on est tellement agacé d'entendre sur toutes les antennes, privées comme publiques d'ailleurs, une position anti-Trump que parfois on se dit, mais est-ce que les uns et les autres regardent avec un minimum d'objectivité la situation ? La France Insoumise continue de demander la libération et le retour de Nicolas Maduro. Il y a sans doute 90% des Vénézuéliens qui chantent et qui sont contents aujourd'hui qu'il soit parti. Les élus refusent. Quand ils votaient contre la libération de Sansal. Hein. Exactement. Les élus refusent de le qualifier de dictateur. Je crois que c'est Mme Panot ce matin qui disait, écoutez, je ne veux pas employer ce terme-là, Monsieur Roussel non plus, mais je l'ai dit, Monsieur Roussel, il est du Parti communiste. Monsieur Roussel, il y a 60 ans, il aurait défendu Staline. Mais c'est vrai. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ce sont des communistes. Donc les communistes, ils défendaient Staline il y a 60 ans. Aujourd'hui, ils défendent les dictateurs. Je n'y peux rien. Ils se sont trompés. Les parents, les grands-parents intellectuels, je veux dire, c'est pas les grands-parents de sang dont je parle là, mais les ancêtres de Monsieur Roussel ont défendu Staline. Et Castro. Mais Staline, si vous me permettez, c'est combien de millions de morts ? Et Mao alors, Mao. À Saint-Germain-des-Prés, on défendait beaucoup Mao. Et Mao, le journal Libération qui se trompait toujours et tout le temps. Le jour où les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh, c'était pour libérer le pays, c'était la fête. Et on a ressorti les unes de l'Humanité où on voit le jour où Staline est mort. Grand deuil pour tous les peuples. C'est la réalité de ces gens-là. Donc, ils se trompent. Et les ayatollahs, on peut rajouter à la liste les ayatollahs en Iran. Mais bien sûr. Mais ils le font en ce moment. Mais allons-y, bien sûr. Les gens pleuraient. Richard Millet, bien sûr. Lorsque Staline est mort. Bien sûr. Ils pleuraient. Minute de silence à l'Assemblée nationale. Ah oui. Il y a eu une minute de silence. Absolument. Ça, je ne savais pas ce minute détail. de silence à l'Assemblée nationale. Mais faudrait Mon grand-père m'en parle encore. Alors ça, faudrait ressortir cette image. Ça, je ne savais pas ce détail. Bon. Isabelle est vénézuélienne, elle vit à Pau, elle va être avec nous dans une seconde. Simplement, écoutons Sébastien Lecornu, Premier ministre, lors d'une prise de parole à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Pas parce que l'opération est illégale qu'il ne faut pas se réjouir qu'un autre avenir soit possible pour le peuple vénézuélien. C'est la question évidemment de la transition. Cette transition doit être démocratique, dans le même respect des valeurs et des fondamentaux du droit international. Elle doit se faire aussi probablement autour du président qui a été, lui, élu, en tout cas au regard de la diplomatie française et d'un certain nombre de pays dans le monde lors des dernières élections, et se faire évidemment dans le respect des valeurs et des droits fondamentaux du peuple vénézuélien. Voilà en synthèse ce que je pouvais vous dire, Madame la Présidente. Mathilde Panot a pris également la parole, c'était ce matin sur BFM, écoutons-la. Si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas Je ne sais pas, en Arabie Saoudite. La question de l'intervention, je vous demande la question de la nature de ce régime. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous considérez, vraiment nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur ? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question. C'est extraordinaire d'ailleurs que ces gens-là ne veulent pas répondre à la question la plus simple du monde. On marque une pause, 16h26, Émilie Dess va venir. Et puis ensuite, qu'avez-vous, Olivier ? Non, je peux me permettre, je vous trouve, mais alors très très bien habillé aujourd'hui. Mais beaucoup plus que d'habitude. Là, vous êtes beau gosse. Hein. Oui, vous pouvez vous racheter. Non. Mais vous trouvez pas ? Non, personne ne me soutient. Si, je lui dis là, que c'est mieux que d'habitude. Non, mais je le pense. Mais je sais pas, comment ça s'appelle cette petite chose là que vous avez ? Un petit gilet, ouais, c'est très stylé. C'est ce que c'est que le petit gilet. Non, j'ai pas de gilet, moi j'ai des gilets. Non, rien à voir. T'as pas de cheveux, t'as pas de gilet. Un petit gilet, c'est quand il fait froid, on met un costume 3 pièces. Oh, mais non, mais ne me répondez pas comme ça. Non, mais ça va dans le pas avec ce petit ton-là. Attendez, je peux encore non, mais vous avez vu comment vous me répondez. Je vous complimente et vous me... Jadis, les hommes régulièrement avaient ce qu'on appelait un costume 3 pièces. Jadis, oui. La guerre. 16h27 à tout de suite. Sabrina Medjeber, Richard Millet, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. L'intervention américaine au Venezuela, la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis. On en parle avec Isabelle qui est vénézuélienne et qui vit à Pau depuis 2000. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Mais c'est nous qui vous remercions d'être avec nous. Vous êtes marié à un Français qui travaillait au Venezuela. Votre mari a travaillé pour des entreprises pétrolières là-bas et pour Total. Vous avez vécu au Venezuela jusqu'à vos 30 ans et votre famille est toujours là-bas. Vous êtes née au Venezuela, Isabelle. Oui, je suis née au Venezuela.
Et je garde des relations très proches parce que ma famille est encore là-bas. Et vous avez rencontré, si je comprends bien, votre mari lorsqu'il est venu travailler au Venezuela, et puis vous l'avez suivi lorsqu'il est revenu en France, c'est bien cela? Oui, exactement. Alors, c'est intéressant d'avoir évidemment votre opinion. D'abord, la dernière fois que vous êtes retourné au Venezuela, c'était quand? Moi, je suis retournée en 2017 pour la dernière fois. Et ma mère, elle était très malade et elle est décédée à ce moment-là. Et mon père a décidé de déménager en Colombie à cause de la situation. Donc, j'évite d'aller au Venezuela puisque ça signifie un risque de vie et je ne suis pas disposée aujourd'hui à me mettre en danger. Donc, malheureusement, je ne veux plus chez moi. Je ne veux plus au Venezuela. Comment vous qualifiez le régime? Bon, le régime vénézuélien, c'est un régime criminel. Ce n'est pas un gouvernement. En fait, ils ont une façade du gouvernement, mais c'est une organisation délictuelle et qui a des tentacules absolument partout là où il y a des activités délictives, des narcotrafics, des trafics d'armes, des marchés noirs du pétrole, et des trafics d'êtres humains. Et nous sommes la cachette des groupes terroristes. C'est quelque chose qui est connu. Malheureusement, je ne l'entends pas dans les médias français et dans beaucoup de médias américains non plus. J'entends pas cette réalité-là. Non. C'est vrai que c'est assez sidérant pour tout vous dire et les journalistes effectivement pourraient faire ce travail-là. Alors ils disent effectivement que le régime est un régime dictatorial, mais ils n'entrent pas dans le détail comme vous venez de le faire. Est-ce que depuis l'arrestation de M. Maduro, vous avez eu des contacts avec des Vénézuéliens que vous pourriez avoir soit par mail à l'écriture, soit à l'oral par téléphone? Oui, moi... j'ai des contacts avec ma famille qui est restée au Venezuela, puisqu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui peut signifier un risque pour la sécurité de ma famille là-bas, je les informe. Parce qu'ils n'ont pas accès à tout ce qui se passe. Et il y a une censure, il y a des médias et du gouvernement qui n'informent jamais. Donc, ils savent ce qui se passe à travers la diaspora. Isabelle est vénézuélienne, elle vit à Pau depuis 2000, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 si vous nous rejoignez à l'instant et elle témoigne de la réalité. Quand vous parlez de famille, ce sont des frères, des sœurs, ce sont une famille plus éloignée, des cousins, des cousines? Moi, j'ai des cousines et j'ai des frères aussi qui habitent là-bas, mais il y a surtout une famille étendue. Vous savez, le Vénézuélien, nous sommes très attachés à la famille et nous sommes très proches des tantes, des oncles, des cousines, des cousins. Nous vivons très proches les uns des autres. Nous avons partagé notre vie entière. Malheureusement, depuis que Chavez est rentré au pouvoir au Venezuela, les familles se sont dispersées. Mais on a gardé les liens parce que ça fait partie de notre culture. Donc nous sommes éparpillés partout, mais nous gardons une relation proche parce que c'est comme ça que nous avons appris à vivre. Donc la relation n'a jamais été coupée, n'a jamais été... C'est pas parce qu'on habite à l'étranger qu'on n'est pas en contact. C'est pas parce qu'on habite à l'étranger qu'on participe pas, par exemple, à chaque fois qu'il y a une personne de la famille qui est malade, qui n'a pas les ressources pour se faire soigner. On participe tous en envoyant de l'argent, des médicaments. C'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on n'est pas au courant des difficultés qu'ils confrontent. Donc, on est toujours présent. Alors, vous avez parlé de la diaspora vénézuélienne dans le monde entier. Il y a 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le Venezuela ces dernières années, dans un pays aujourd'hui de 28 millions. Donc, c'est comme c'est 25%. C'est comme si en France, vous aviez 20 ou 25 millions de gens qui quittaient le pays. Est-ce que vous avez le sentiment, à travers les discussions que vous avez pu avoir, que les Vénézuéliens, dans une immense majorité, sont satisfaits que M. Maduro ait quitté le pouvoir ?
Je crois qu'aujourd'hui, voilà, tous les Vénézuéliens sont d'accord pour dire que c'est le principe de la fin. C'est le principe de la fin d'un cauchemar dans lequel on a vécu pendant 28 ans, presque 28 ans. Donc, ce que nous avons refusé depuis le début, c'est de rester en silence. Et je crois que c'est ça qui nous est reproché. Et d'une certaine façon, les médias et certains leaders et certains représentants politiques du monde libre, du monde développé, nous reprochent le fait que nous refusons le silence. Nous allons pas arrêter de dénoncer et de dire ce qui se passe là-bas. Et je pense qu'il y a une certaine incompréhension chez l'Européen et le Français lambda, et ça, je peux le comprendre. Mais par contre, quand il s'agit des personnes bien informées, qui ont accès à tous les détails de ce qui se passe là-bas, j'estime qu'ils se placent en complices. Ils sont en train de brandir le droit international comme une raison pour détourner le regard et laisser les gens se faire tuer, affamer, torturer, emprisonner. C'est insupportable pour la majorité des Vénézuéliens. Les Vénézuéliens qui n'est pas aujourd'hui du côté de la démocratie, de la liberté, c'est-à-dire du côté de María Corina Machado et d'Edmundo González Urrutia, il a un lien direct avec le pouvoir en place. C'est si simple que ça. Isabelle est vénézuélienne et elle vit donc à Pau depuis 2000. Elle est née au Venezuela. Sa famille est restée au Venezuela et elle témoigne sur l'antenne d'Europe 1. Et ce témoignage est tout à fait éclairant. Et c'est vrai, vous avez raison, madame, qu'il y a très peu de témoignages de Vénézuéliens qui rapportent la réalité de ce qui se passe au Venezuela, parce que sans doute l'espace médiatique n'a pas envie d'entendre ces témoignages-là. Dernière question, lorsque vous entendez Jean-Luc Mélenchon, lorsque vous entendez cette extrême gauche prendre la parole comme elle le fait, lorsqu'on voit les ravages du communisme lorsqu'il est au pouvoir, hier à Moscou, aujourd'hui à Caracas, c'est-à-dire ça se termine toujours pareil d'ailleurs, ça se termine par la pauvreté, ça se termine par les opposants en prison, ça se termine, vous l'avez dit, par l'exil parfois des populations, par la torture, pourquoi pas. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon et ses sbires, quelle impression cela vous fait-il, Isabelle ? C'est désolant, mais j'estime qu'un responsable politique qui s'exprime de cette façon-là a d'autres intérêts que la liberté, la justice et la démocratie. Il a un projet qui n'est pas un projet démocratique. Donc, forcément, il est des côtés des dictateurs. Et c'est pas autant Jean-Luc Mélenchon qui me pose problème. C'est les gens qui décident de ne pas parler en étant des responsables tout à fait légitimes. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas vraiment quelqu'un qui pourrait peser dans le cas vénézuélien. Et par contre, il y a des gens en France qui pourraient vraiment faire la différence et qui n'assument pas cette position-là. Je vais vous remercier parce que votre intervention est tout à fait remarquable. Vous parlez évidemment un français tout à fait exceptionnel et puis surtout ce que vous dites est extrêmement intelligent et vraiment merci de ce témoignage, de la qualité de ce reportage, qualité de ce témoignage et je remercie, c'est Alexandre Omar qui parle parfois aux auditeurs de ce qu'est un service programmation. Et bien un service programmation, c'est précisément c'est un travail de journaliste.